Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le docteur Volcy va faire une présentation sur le thème des soins intensifs pulmonaires. You can start, Dr. Volcy. Nice to have you here. Good morning, everyone. Glad to be here. Bonjour It's tout le been a little monde. while since I was Je able to suis come heureuse back. d'être parmi vous. Ça fait longtemps que Sorry, j'en ai- Doris, could you maybe wait until Oh, she's finished because we over here at the same time? right. I'm not in simultaneous. My apologies. No, you're good. It's been a while. Mhm. Go Okay, ahead. yes. Yeah. Yes, hi. Hello, everybody. Good morning. It's been a little while since I've been here. I'm happy to talk about pulmonary critical care today. There won't be time for the other two topics. Bon, alors, bonjour. Je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas été, avec vous. Ce matin, je vais seulement pouvoir faire la première partie de ma présentation. Je n'aurai pas le temps de passer à la partie suivante. Okay, so let's start. We have some question to begin with, and then we'll go into the topic. So this is our first question. We have a 56-year-old man with a history of alcohol abuse, hospitalized due to aspiration pneumonia of the right lower lung. While being treated, he developed severe hypoxemia, requiring transfer to the ICU for initiation of mechanical ventilation. Afebrile, blood pressure is there, pulse is there. Pulmonary exam is significant for bilateral crackles. No JVD or peripheral edema. The repeat X-ray shows diffuse bilateral alveolar opacities. Initial vent settings demonstrate tidal volume of 510 milliliters, which is 8 milliliters per kg of predicted body weight. A PEEP of 10, respiratory rate of 35, FiO2 of 80%. Tidal volume is reduced to 380, which is 6 milliliters per kg of ideal body weight over several hours. The other ventilator parameters are unchanged. Plateau pressure is 27. ABG results are as follows. They have the first one, then 4 hours later, and then 6 hours later. Okay, I'll let Doris translate. OK. Alors, il y a un homme âgé de 56 ans qui se présente avec une histoire d'abus de l'alcool. Il est hospitalisé en raison de pneumonie par aspiration du côté droit de le poumon inférieur droit. Et pendant qu'on le traite, il se développe une hypoxie sévère. Et à ce moment-là, on doit le transférer à l'unité des soins intensifs pour pouvoir le ventiler. Et ensuite, on voit que sa température est de 37,1, sa tension artérielle est de 120 sur 62, son pouls est de 95. En examinant ses poumons, on entend des craquements là, sur les deux côtés. Alors, c'est bilatéral. Et puis, on ne voit pas de distension jugulaire ou d'édème périphéral. On refait les rayons X, en fait, les radiographies, et à ce moment-là, on voit qu'il y a des opacités alvéolaires bilatérales diffuses. Alors, le ventilateur est pas installé, mais est réglé, en fait, et pour montrer qu'il y a un volume de 510 mm par 8 millilitres par kilogramme du poids corporel du patient qu'on estime. Et ensuite, il y a quand il expire, on voit qu'à la fin, c'est une pression positive de 10 cm et que
sa respiration est à 35 par minute. Et ensuite, on voit ensuite que ce qui était à... Un petit peu, on le voit dessus? Non, on ne le voit pas. OK. Alors, ce qui était à 510 millilitres au tout début, maintenant, ça a baissé à 380 euh, millilitres. Mais par contre, c'est mesuré comparé à son poids idéal. Et on continue à surveiller ça sur plusieurs heures. Et à ce moment-là, les paramètres de l'autre ventilateur ne- euh, restent pareils. Et la, la pression ça fait un plateau de 27 centimètres. Alors, et les gaz du sang artériel sont les suivants. Okay, thank you, Doris. It's a lot. Okay, and so now we go to the question. What is the best next step in management of this patient? Do we continue ventilation with the same settings? Do we decrease the PEEP? Do we increase the FiO2? Do we increase the respiration rate? Or do we increase the tidal volume to 8 milliliters per kg of ideal body weight? Bon, alors, qu'est-ce qui est la meilleure solution parmi les solutions suivantes pour la prise en charge du patient? Alors, est-ce qu'on continue de le ventiler avec les mêmes paramètres? Est-ce qu'on diminue la pression expiratoire positive? Est-ce qu'on augmente la fraction d'oxygène qu'il inspire? Est-ce qu'on augmente pas le débit, mais le rythme respiratoire? L'interprète est désolé, mais j'oublie le mot rate, j'essaie d'y penser, puis ça ne marche pas. Alors, on va dire rythme à la place, que je sais que ce n'est pas le bon mot. Et ensuite, est-ce qu'on doit augmenter le volume jusqu'à 8 millimètres par kilo de poids corporel idéal? Okay, thank you. So what we have, I'll go back to the story. The person is in the hospital with pneumonia. So, and you have the labs there. They started him at 8 per kg, then they dropped it to 6, and they did the ABGs each time. And you see the oxygen, and you see the CO2 and the pH. OK. I'm sorry, I was looking up a word and I, I missed what you Oh, said. no problem. So this is Oh. someone in the intensive care unit who has pneumonia, and they intubated the person for respiratory failure. And they started with 8 milliliters per kg, then they dropped it to 380, and you see the blood gases there. OK. Alors, en résumé, vous avez le patient qui est un homme de 56 ans qui a été hospitalisé parce qu'il il respirait vraiment très, très mal. Et alors, on a fait les tests qui devaient être faits et vous voyez ici, en bas de la diapositive, les résultats des gaz du sang. Okay, so Les- now, oh, sorry. So now they're asking you, what do you do next? Based on what you saw, so you could put in the chat, or if anybody wants to say, which one do they think would the answer be? Bon, alors, vous pouvez mettre votre réponse, votre choix de réponse dans le chat, si vous voulez. Qu'est-ce qui serait le meilleur choix? Any guesses? Bon, So I'll give it one more second to see if anybody.
is going Quelqu'un, to. personne n'a une réponse ou une idée de réponse? So I will explain it. Okay. So the answer is going to be you continue the vent with the same settings. Bon, alors, la réponse, c'est A, vous allez continuer de le ventiler avec les mêmes paramètres. Okay, so I'll go back and show you. So we don't say alcohol abuse anymore. It's not politically correct. We now say alcohol use disorder. So this man has alcohol use disorder, comes in, he's aspirated, and they're showing you now that he first had right lower lung infiltrate, but now it's diffuse, meaning he now has ARDS, which is acute respiratory distress syndrome. Bon, alors, OK. So now we don't say alcohol abuse, we say alcohol something disorder. Alcohol use disorder, just like we don't say drug. Use. OK. Yeah. All right. I It's hadn't heard incorrect that. now. Yeah. OK. Alors, bon, alors maintenant, on ne parle plus d'abus d'alcool. La réponse, l'expression qui est correcte à utiliser maintenant, c'est le trouble d'usage de l'alcool. Bon. Et ensuite, okay, you had said, I'm sorry, I'm just not following well today. Oh, no problem. So he had a pneumonia in one section, aspiration. Most likely he passed out and aspirated from being intoxicated. Bon, alors, le monsieur souffrait d'une pneumonie par aspiration et qui est probablement ce qui est arrivé, c'est que le monsieur a perdu conscience et qu'il a aspiré à ce moment, qu'il a aspiré quelque chose pendant ce temps-là et que c'est ça qui a causé son problème. All right. So then after a while, he got worse and his oxygenation went down, and then his x-ray got worse, and now he has diffuse bilateral opacities, which means that he has acute respiratory distress syndrome. You have to recognize that in the x-ray without them showing you an x-ray. Bon, alors, le monsieur, en fait, son état s'est aggravé graduellement et on s'attend à ce que vous voyez, à ce que vous soyez en mesure de comprendre ce qui se passe exactement sans consulter la radiographie. And so, by definition, when you have ARDS, the vent management for ARDS is different than regular pneumonia, than regular respiratory failure. Bon, alors ici, il y a une différence entre... What was the difference percentage again? Oh, the ventilation management. OK. Yeah. Alors, dans le cas qui nous occupe, la prise en charge par ventilation, les paramètres vont être différents de ceux qu'on utiliserait dans un cas de pneumonie qui n'est pas causé par ce problème-là. So when someone is first intubated, they're doing it by the tidal volume that they chose was a higher tidal volume, about 8 milliliters per kg of the patient's predicted body weight. And that was a higher one at 8, which is when you first intubate someone, that's the correct way, even if it's ARDS. Bon. Alors, les paramètres qu'on a utilisés pour la ventilation au tout début, là, lorsque l'on a commencé à le ventiler, les paramètres sont plus élevés que ce qu'on a utilisé un peu plus tard. Mais lorsque l'on commence la ventilation d'une personne, ce sont les paramètres que l'on utilise. And as you see, he was breathing fast at 35, and so then after a few hours, they correctly reduced it to 6 milliliters per kg of body weight because they recognize that he does have ARDS.
Alors là, vous allez voir, il respirait quand même assez vite, à 35 respirations par minute. Et puis, un peu plus tard, ben là, on a, ça a changé, mais on n'a pas modifié les paramètres du ventilateur. Mhm. And so the next thing you see, the other choices, they're trying to trick you in the other choices. The reason is, as long as you would have permissive hypercapnia when the person is getting intubated. This is high, but that's okay. The pH is a little low, but as long as it's above 7.25, and as long as the PaO2 is above 55, you can keep them that way. You don't have to increase the respirations to bring this down. Bon, alors ici, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres pour diminuer la fréquence respiratoire en autant que les paramètres pas les paramètres, mais en autant que ces résultats sont conformes aux valeurs que l'on souhaite. So as long as the oxygen is above 55, the pH is above 7.25, PCO2 doesn't go too high, you can leave it. Permissive hypercapnia. You don't want to have a high tidal volume in someone who has ARDS, which is acute respiratory distress syndrome, because then you can cause barotrauma. Oh my goodness. It shouldn't drink that much. OK. Alors, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres. Si, par exemple, l'oxygène est à 50, est au-dessus de 55 et les autres paramètres, je crois, pH shouldn't be, as long as the pH is above, let's say 7.25, it's okay. And the PCO2 is not too high. et si le pH est au-dessus de 7,25. Et ensuite, the other one, the PaCO2, was it? The PO2, it's 54 is okay. You don't want it to go up too high, but 54 is okay. Et puis l'autre qui s'appelle le PaCO2, celui-là, s'il est au-dessus, s'il était à peu près à 55, c'est correct. Vous n'avez pas non plus besoin de modifier les paramètres de la ventilation. So you do need to keep the PEEP. The PEEP was at 10 because you want to recruit the alveoli you want it to be, to recruit the alveoli that are flattened to help improve the oxygenation. So you don't want to decrease the PEEP. Bon, alors vous ne voulez pas, c'est-à-dire que non, il ne faut pas diminuer le PEP. And then you don't want to increase the FiO2. It's already at 80%. So that would be no, because the oxygen, they would try and trick you because of the oxygen being 65. That's okay, as long as it's above 55. So you're okay. Bon, alors, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas nécessaire de modifier les paramètres de ventilation en autant que les volumes sont respectés. Pas les volumes, mais les quantités qu'on a mentionnées tout à l'heure sont respectées. And you could practice permissive hypercapnia. So it's okay to keep the respiratory rate. You don't want to, he's already at 35. So you don't need to make him breathe anymore to try and blow out CO2. It's all right. You could leave that. Bon, You don't need to increase the respiratory rate. OK. Alors, vous n'avez pas besoin d'augmenter non plus la fréquence respiratoire. And as we said, you don't want to increase the tidal volume back up to 8 because you will cause barotrauma. So keep it at a low tidal volume for ARDS. That's the hallmark of ARDS management. Bon. Ensuite, vous n'avez pas besoin d'augmenter le volume courant parce que si vous faites ça, vous allez causer ce qu'on appelle un barotrauma. Ce n'est pas ce que vous voulez.
Yes, thank you. So this is just a table telling you about the initial vent setting in adult respiratory distress syndrome. So you always start with the normal tidal volume per the ideal body weight, but then you always reduce it after over 1 to 3 hours. You want to maintain your positive end expiratory pressure to recruit the alveoli to help improve oxygenation. As long as the plateau pressure is under 30, ours was 27 in the example, and as long as the person is not breathing above 35, he was right at the edge at 35, you're okay. pH, as long as it's above 7.25, you're okay. PaO2, you want it as long as it's at least 55, and as long as he's saturating 88 to 95, don't change anything. Bon. Alors ici, sur la diapositive, on voit les paramètres de ventilation, les paramètres initiaux dans les cas de détresse respiratoire aiguë. Et alors, vous voyez que les paramètres pour le mode, on utilise le contrôle assisté du volume. Et ensuite, pour le volume courant, au départ, on le met à 8 millilitres par kilo de poids. Et ensuite, on va le réduire jusqu'à 4 ou 6 millilitres sur une période d'1 heure à 3 heures. Okay, and then, oh, sorry, go ahead. Et ensuite, pour le PEP, vous devez avoir 5 à 15 cm d'oxygène et ensuite, non pas d'oxygène, c'est de H2O, c'est d'eau, enfin de H2O. Et ensuite, pour le syndrome de détresse respiratoire modérée à sévère, le PEP est élevé. Do I finish all the plateau pressure and all that, or had you No, they finished can, it? No? no, they can actually see it probably. Yeah, so they can read it, they right? can read it, yes, Yeah, yes. okay. And then the other thing is as long as the person doesn't have some contraindications to keeping the acidosis as written here, as long as the person doesn't have cerebral edema, seizures, then you could continue it. And if they'd rather, if the person's pH does go lower than 7.25, they'd rather that you start bicarbonate drip instead before you even change the vent settings, and then keep checking the blood gas on these patients. Bon, alors ici, oh my. Oh, I'm trying to make that. OK. Alors, si vous avez l'hypoventilation alvéolaire qui va vous donner l'acidose respiratoire, souvent, c'est assez bien toléré si c'est un pH de 7,25, mais c'est bien toléré par les patients qui n'ont pas de contre-indication. Et à ce moment-là, on va vous demander, c'est ce qu'on appelle s'il y a de l'acidose ou un choc vasodilatatoire, les gaz du sang, on devrait les vérifier pour s'assurer que l'acidose se développe graduellement et demeure à un niveau qui est acceptable chez le patient. Okay, and so ARDS, a lot of different conditions can result in ARDS. You can get it from, just so you treat the underlying cause as well. So in this case, it's pneumonia, but other things can cause ARDS. You can get it from pancreatitis, different things. Treat the underlying cause, but if the patient is intubated, you must follow the low tidal volume. For this reason, not too much fluid as well, because of the ARDS system, but treat the underlying cause while you're managing the ARDS.
Bon, alors, dans les cas de détresse respiratoire aiguë, peuvent être causés par autre chose que l'aspiration, comme dans le cas qu'on a vu. La pancréatite pourrait le causer. Il y a plein d'autres causes. Mais alors, il faut traiter également la cause sous-jacente, mais la prise en charge elle-même de la détresse respiratoire aiguë demeure le même. So ARDS, as I said, it's an acute lung injury. The most common cause is pneumonia and sepsis, but this is a table of some other causes of ARDS. So aspiration, like this, fat embolism, drowning, smoke inhalation, trauma, DIC, as we said, pancreatitis. These are some of the other causes. You just have to treat the underlying cause while you're managing it. Bon, alors, voici ici des causes possibles, une liste de causes possibles de la détresse respiratoire aiguë. Et alors, on voit, ça peut être une blessure directe au poumon, ça peut être l'aspiration du contenu gastrique, une embolie, quelqu'un qui était au bord de la noyade. Et ensuite, naturellement, la pneumonie qui peut être causée par des causes virales, par exemple, comme la COVID-19, l'inhalation de produits chimiques ou de fumée, euh, une contusion thoracique et ou bien une blessure indirecte au poumon, une coagulation intravasculaire disséminée, un traumatisme qui est non thoracique, une pancréatite, une blessure qui aurait été causée, par exemple, après une transplantation pulmonaire. Il pourrait y avoir une reperfusion. Ça peut être le choc septique ou une transfusion de produits sanguins. So it's very important to repeat the X-ray, monitor the vitals, keep monitoring the blood gas, repeating blood gases to see if the patient is going into ARDS. So you have to have close, this is a type of patient you have to be sitting next to the bedside over several hours to monitor. Bon, alors ici, ce qui est super important, c'est de répéter, de vérifier régulièrement, de surveiller le patient de près. Okay, so again, the management of ARDS. So just first, the pathophys of how it happens. It's as the person is getting sicker, there's disruption of the surfactant that causes the injury to the endothelial lining. So then things are now flooding in, and so basically the person is drowning. So that's why you need to have less fluid, because they already have enough fluid, building up in there. They have VQ mismatch. So with all the fluid coming in, the lung is less compliant. The alveoli on the end are collapsing. Bon. Alors, les conséquences de la détresse respiratoire aiguë, ça peut être un dérangement en fait des surfactants, ça peut être une blessure endothéliale vasculaire ou bien une blessure épithéliale alvéolaire qui va causer l'accumulation de fluide et aussi des protéines dans les espaces alvéolaires interstitiels. Ça peut être aussi un effondrement, un écrasement des alvéoles, ou bien aussi le fait que les poumons vont moins bien répondre. And interesting about ARDS is it's not homogeneously happening to the entire lung tissue. It's happening in parts of the lung. So the way I describe it is, imagine
a tornado hits a neighborhood. When the tornado leaves, only certain parts of the neighborhood are affected, and those parts that are affected are turned to like matchsticks, just nothing. But then you could have a house right next door that's untouched by the tornado. Alors, en ce qui concerne la détresse respiratoire aiguë, ça va affecter des parties des poumons, mais pas la totalité. Et ma façon d'expliquer ça, là, que ce soit vraiment une image très claire, c'est penser à une tornade disons, dans un voisinage, là. Alors, une fois que la tornade est passée, il y a des endroits, des bâtiments qui sont réduits à rien. Ça ressemble ça ressemble à des petits bâtons d'allumettes. Tout est détruit. Mais au milieu de tout ça, vous allez avoir un bâtiment qui est intact. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut penser à illustrer la détresse respiratoire aiguë. So keeping that in mind, that's why we need the low tidal volume and not the high tidal volume. Because if you put high tidal volume, yes, that might help the totally damaged parts, but it'll destroy the parts that don't need it. So those parts will be, that is what will happen to those parts, will have barotrauma. So it's like cleaning up, but the house doesn't need cleaning up, and that house will be destroyed from the cleanup. If you're, pushing too much air into that house, it'll burst. That's barotrauma, even though the really damaged part needs it. So you want to do a low tidal volume to prevent that barotrauma. Bon. Alors, et cette image-là, si vous la gardez à l'esprit, ça explique pourquoi vous voulez garder un volume courant qui est peu élevé, parce que pensez après la tornade, on va faire le ménage, mais en fait, le volume courant, s'il est trop élevé, il va détruire ce qui ne l'était pas. Alors, on garde le volume courant pas trop élevé, ce qui va aider les structures qui ont besoin d'aide, mais ça ne détruira pas ce qui est intact autour. Yes. So this is just a picture of the lung tissue that's all damaged and with edema. Number one is all the edema between the spaces. That's what's supposed to be air. And now it's filled with all that edema. Number two is the hyaline, the proteinaceous material that's accumulating in the air spaces. And that's causing air to not be able to exchange well. And number three, the epithelium is all messed up. It's all denuded. So the person is basically drowning. So you don't want to give these people a lot of fluid, because they're already full of fluid and proteinaceous material. Alors, ici, la diapositive va vous montrer une listologie des dommages alvéolaires. Et dans les cas de détresse respiratoire aiguë, alors, si vous allez voir, il y a un chiffre 1 vers le bas de la diapositive qui vous montre l'édème interstitiel, c'est-à-dire que l'espace cellulaire entre l'air et les structures vasculaires est épaissi. Ensuite, vous voyez les membranes qui sont dérangées, en fait, il y a l'exudat des alvéoles qui s'accumulent tout autour des surfaces alvéolaires et qui va vraiment empêcher les échanges gazeux de se produire correctement. Et finalement, le chiffre 3 vous pointe à l'épithélium qui est
qui est très endommagé. Okay, and so this is just the same thing in a cartoon drawing. They're basically drowning, is what I would call it. Bon. Alors, ici, ce que ça vous montre, c'est que les patients sont en train de se noyer littéralement. Alors, ce sont des patients à qui on ne veut pas donner beaucoup de liquide. Ils en ont déjà beaucoup. Okay, and okay, so next, so as long as this is how you understand it from a cellular level helps to understand how to treat it. So I'll skip this. It's pretty much the same stuff. And this is just more of the same picture. I'm going to skip it due to the interest of time. And this is just a schematic, as I was telling you, that it's not affecting the whole tissue. So these are the ARDS pieces, and this is the normal. So that's why you want to go by a low tidal volume so you don't pop these and cause barotrauma. Bon. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que les dommages aux poumons dans les cas de difficulté, de détresse respiratoire aiguë, c'est que les dommages aux poumons ne sont pas homogènes. C'est plutôt caractérisé par des zones où ça ne où il y a des zones qui ne fonctionnent pas bien, tout à côté des parties du poumon qui fonctionnent normalement. Et la partie du poumon ou le poumon qui fonctionne bien est susceptible d'être trop distendu et à ce moment-là, ça pourrait causer des problèmes avec le volume courant, ce qu'on appelle un volutrauma. Et ça, c'est un effet qu'on va pouvoir mitiger en utilisant la ventilation avec un volume courant, avec un faible volume courant que vous allez administrer. Et si on se fie aux évidences qui sont... oui? And that's why you need the PEEP, because these alveoli could be collapsed. So you need the PEEP to keep these distended to improve oxygenation. So you don't want you want to have at least a PEEP of 10, like 5 to 15 as they suggested. OK. Alors, vous avez besoin du PEP, comme ça a été suggéré. Et vous voulez un PEP de 10 à 15. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que les lignes directrices qui recommandent un volume courant de 4 à 8 sur par kilogramme de poids corporel estimé et un plateau de la pression de moins de 30 cm. Ce sont ces lignes directrices-là qui vont réduire significativement le taux de mortalité chez les patients atteints de cette maladie. Okay. And so the next few slides just kind of talk, I'm not going to spend too much time on them, but it talks about management and just learning the definitions of peak pressure and plateau pressure. So peak pressure is the pressures generated by the generator to overcome both the airway resistance and the alveolar resistance. Remember, the alveolar are filled with fluid. And so the goal of the pressure, you want to set the flow and tidal volume that's provided. So peak pressure, and then you have the plateau pressure, the pressure left over in the lung. So I'm not going to spend too much time on these so we can get to the continued management. OK. Alors, je vais passer rapidement sur certaines de mes diapositives. Et alors, est-ce qu'on passe
Alors, la pression qui va être optimale, alors là, c'est la pression qui est générée par la ventilation pour régler le problème de la résistance des voies respiratoires et de la résistance des alvéoles. Et le but de ça, c'est que cette pression-là, c'est d'obtenir un, un flux de l'inspiration et du volume courant. Et c'est parce que qui va être déjà pré-réglé par le fournisseur, la personne qui va soigner ce patient-là. Et ce qu'on appelle la pression en plateau, c'est celle qui est euh, qui reste dans le poumon après que le volume courant a été administré. Et à ce moment-là, cette pression-là, c'est égal au volume courant sur la compliance. Enfin, vous voyez la recette, là, je sais que le docteur veut aller vite, alors on va laisser faire mes hésitations. Et en fait, ce chiffre-là, c'est une réflexion euh, de la réponse du poumon. Et si le poumon répond bien, comme ça arrive chez les patients avec le MPOC, cette pression-là est moins élevée. Et si le poumon ne répond pas bien, comme chez les patients avec le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou la maladie de fibrose des poumons, le plateau de la pression va être élevé. So there's a couple of slides where it'll show you if you have a high peak pressure but normal plateau, things could be wrong. Because think of it like you're trying to blow a balloon, but the balloon refuses to fill with air. And that could be something could be in the way, like an obstruction could be causing it. So what could make it the vent not inflate the lung? Well, there could be a kink in the vent tubing. So now you're blowing in, but it's bent, so nothing can go in. Fluid accumulation, if the patient is biting the tube, if the tube is too small. So those are like a mechanical obstruction. Even laryngospasm, mucus plug is a big one, or if they just have a foreign body. These are things that can give you a high peak pressure, but the plateau pressure is fine. So it's something blocking the air from going through. Bon, ici, vous voyez les élévations du pic de pression et du plateau de pression. Et ça peut être causé par différentes choses. Ça peut être que, par exemple, il y a la tubulure est disons, pliée. Ça peut être qu'il y a une accumulation de liquide, de fluide dans le circuit. Ça peut être que le patient va mordre sa tubulure. Ça peut être qu'il y a, par exemple, un laryngospasme. Ça peut être un bouchon de mucus ou bien un corps étranger qu'on doit enlever. Et ce sont les causes à, à examiner et à régler si jamais vous rencontrez ce problème-là. So these could be very handy to think about if you know a nurse calls you or a respiratory therapist calls you and say, hey, patient's having high peak pressure. What should we do? And these are things you think about mechanically. It could be something like that. Bon, alors ça, ce sont des choses très utiles à se rappeler si jamais l'infirmière ou un thérapeute vous appelle pour vous dire, hey, il y a un problème là avec ce patient qui est sous ventilation. Alors, souvenez-vous de ces possibilités-là et vérifiez-les. Ça va vraiment régler le problème assez vite. So this is another one where you have high peak and also a high plateau pressure. What could be wrong? It has to do with compliance. So if the person's having worsening pneumonia, pulmonary edema,
pneumothorax. So these are other causes I'm not going to spend too much time on these. Bon, alors ici, ça se ressemble un peu. Il s'agit lorsque vous avez un pic de pression et un plateau de pression qui sont élevés, il y a encore beaucoup de choses à vérifier. Vous avez la liste ici et essayez arrangez-vous pour vous en souvenir parce que justement, ça peut être des choses, des problèmes faciles à repérer et à éliminer pour régler le problème. Okay, so now I'm going to just to summarize the continued to put like a good summary on ARDS is now you know the patient has ARDS, the patient is ventilated properly. So the next step is you're treating the underlying cause. What if he has pancreatitis, if he has pneumonia, if he has DK, whatever the cause is. But now, after 48 hours on the vent on ARDS, you must know that the next step is you want to drop the FiO2 as much as possible to at least 60%. Bon, alors, en résumé, lorsque vous avez un patient qui est atteint de syndrome de détresse respiratoire aiguë, vous commencez par ventiler cette personne-là, vous trouvez la cause sous-jacente que vous traitez et après 48 heures, où est-ce que la personne est sous ventilateur, on vous demande de, OK, so after that 48 hours, you need to decrease. Before the 48 hours, work on decreasing the oxygenation, the FiO2 to 60%. OK. Alors, avant qu'une période de 48 heures sous ventilation se soit passée, on vous demande de diminuer cette ventilation-là à 60%. Because you don't want them on oxygen, too much oxygen all the time. It'll get toxic, oxygen toxicity. So then after 48 hours, if they're still in ARDS, then you must, start changing them to prone positioning. So this reduces the compression of the parts of the lung behind the heart and the chest to improve the mismatch, to improve the oxygenation. So you want to do this, I'm sorry, within 48 hours. Within the first 2 days, you want to make them prone and keep the low tidal volume. So they have to have the ARDS has to be at 0.6 or less. So you have to consider that. So you put them on the right things, you're treating them, but within the first 2 days. If you do it after 48 hours, it's probably too late. Put them prone, and this will help the oxygenation in the heart, in the lung, behind the heart. Bon, alors, on va vous demander de positionner le patient, de mettre le patient sur le ventre, ce qui va augmenter son oxygénation et on vous demande à ce moment-là de continuer le volume courant, comme on vous l'a indiqué plus tôt. Et il faut faire ça dans le premier 48 heures, parce que si vous ne le mettez pas dans cette position-là au cours des premiers 48 heures sous ventilation, il sera probablement trop tard. So this was during the COVID pandemic, because COVID, you treat it as an ARDS because they have, the same type of presentation. So this is very common during COVID times, putting the patient prone. Et pendant la COVID, ce qu'on a fait, c'est justement, c'était très, très courant de mettre les patients sur le ventre. So then, if they're still not improved after you've tried the ECMO, the prone positioning, they're still not any better. Now it's time to transfer them, if you don't have it in your hospital, transfer them to a hospital that has ECMO, which is the extracorporeal membranous oxygenation. That's a special machine that they have to do it.
So we don't have it here, and we're a trauma center, and we're a major center with almost 1,000 beds here. We don't have that here. We have to transfer them to the hospital across town, which is about 10-minute drive, 5-10-minute drive, and they have it. So we have to send the patients here over there to do it. So ECMO is the next step if the person's not doing better. So a lot of COVID patients ended up on ECMO during the time. There was so many COVID patients, we ran out of vent machines. We had to get more during the COVID times. Bon, alors, si toutes les mesures que vous avez prises auparavant ne fonctionnent pas, dans les cas très sévères de détresse respiratoire aiguë, alors à ce moment-là, vous devez transférer votre patient dans un centre où il y a le fameux ECMO, qui est l'appareil qui s'occupe de faire la circulation, comment ça s'appelle? Qui va faire l'oxygénation extracorporelle par membrane. Mais je crois qu'on l'appelle aussi ECMO en français. Alors, il y a eu deux essais des essais assez grands qui ont évalué le rôle de l'ECMO et qui montrent que ça aide énormément à réduire le taux de mortalité. And so don't call another hospital before you've done your prone positioning, because they'll be like, what? You didn't do prone positioning and you're calling us? So make sure you do the proper steps. Don't just call them prematurely. Alors, assurez-vous, avant d'appeler un autre hôpital pour transférer votre patient, assurez-vous d'avoir mis le patient sur le ventre. Si vous n'avez pas fait ça et que vous appelez un hôpital pour faire un transfert, ils vont vous dire de le faire. Ils vont dire, pourquoi vous m'appelez si vous n'avez pas essayé de mettre votre patient sur le ventre? Alors, ne perdez pas votre temps, essayez-le. Yeah. So other things have tried in the past for ARDS. So inverse ratio ventilation, that was done back 25, 27 years ago when I was a resident. It's proven, it's been debunked. Airway pressure ventilation, esophageal pressure, all these things, high frequency oscillatory, that's another thing we don't do that. It's been shown to not help. Alors, nous n'avons pas vu davantage à utiliser les méthodes suivantes dans les cas de détresse respiratoire aiguë. Ça n'a pas aidé à diminuer le taux de mortalité lorsqu'on utilisait le ratio de ventilation inversé et ensuite, en fait, le suivi de la pression ésophagienne et enfin, ce qui est listé ici, ça n'a pas aidé, ça n'a pas donné de bons résultats. And so now you're taking care of your patient. So other things, these are just general things to follow, which are good for even non-ARDS patients. You lighten your sedatives as soon as it's safe to allow the patient to interact. You lightly sedate the patient. You wake them up daily to see how their mindset is. You could consider steroids, but it's not a main thing. And as you know, just like for taking care of COVID, you want to keep the volume down. So fluid is not the main thing that we're doing because you don't want to, it actually worsens it because they're already drowning. So they do better and they stay on the vent less if you keep the fluid down, and they stay in the ICU less compared to other patients. Bon, alors, il y a les généralités, en fait, en ce qui concerne la prise en charge des patients atteints de SDRA. Et ce sont, par exemple, on va vous dire
de diminuer la quantité de sédatifs dès que c'est sécuritaire de le faire pour permettre l'interaction avec les patients et utiliser le plus possible une légère sédation et réveiller vos patients à tous les jours et vérifier fréquemment vos stratégies dans ce domaine-là pour minimiser l'effet des médicaments qui peuvent euh, changer un peu l'état d'esprit des patients ou leur clarté. Vérifiez lorsque vous les réveillez vérifiez leur état d'esprit. Ensuite, l'utilisation de stéroïdes systémiques peut réduire le taux de mortalité dans les cas de modéré à sévère, mais et c'est recommandé par les lignes directrices, mais sous condition. Ensuite, le surplus de volume, c'est reconnu comme étant une cause de décès dans les cas de SDRA et on vous dit que les patients qui sont traités d'une manière conservative en ce qui concerne la stratégie de prise en charge des fluides vont démontrer vraiment une oxygénation augmentée, en fait, beaucoup améliorée, et que que ces patients-là ont besoin de passer moins de temps sous ventilation et aussi moins de temps aux soins intensifs comparé à ceux qui sont traités d'une manière avec une stratégie plus libérale. Okay. So they're just, other slides about, paralytic agents to make sure you don't use them for too long because it could, cause ICU, post-ICU paralysis. But I'm not going to, this will be my last slide because I see time is running out. Other things that have been debunked or not recommended for management are listed there. Antibiotic, macrolide antibiotics, unless the person, is indicated for that. Inhaled nitric, all these have been debunked. And I will stop there. Alors, voici la dernière diapositive dont on va discuter aujourd'hui. Ce sont les choses qui ne sont pas recommandées pour la prise en charge de la SDRA. On ne recommande pas de modifier l'alimentation ou la nutrition. On ne recommande pas l'utilisation de vitamine C, d'antibiotiques macrolides, d'inhaler de l'oxyde nitrique et les analogues de prostacycline et aussi l'utilisation de cellules souches et de facteurs de stimulation des colonies ou des macrophages granulocytes. Actually, we do have time for one last question to kind of summarize everything. I'll summarize it. Patient with drug ingestion comes in with bilateral opacities. This is the blood gas, 7.436. The FiO2 is tidal volume of 480.5 with a PEEP of 8. Plateau is 36, compliance is 18. So I'll just do it quickly. So then the next, the question is, what do you do next? So the tidal volume is 480 FiO2. She's 60 pounds, 60 kg. So so this is 8 per kg, 8 milliliters per kg. So what would be the next step? Somebody is admitted in ARDS with and they're intubated and the initial tidal volume is 8 ml per kg. What do you do next? Alors, votre patient pèse 80 kg et on demande 8 mm par kilo de poids.
Alors, c'est quoi voici vous voyez sur la diapositive les gaz du sang artériel sous support du ventilateur. Alors, c'est quoi la chose que vous faites ensuite? Quelle est la prochaine étape? So she's at 60 kg, so 648, that's 8. She's at 8 ml per kg. So you're recognizing that it's ARDS because it's telling you bilateral opacities with consolidation. So the next step would be you need to drop her to 360 to decrease her tidal volume because she has ARDS. Bon, alors, puisque votre patient est atteinte du SDRA, ce que vous devez faire, c'est l'option C, qui était de... Alors, l'option C, c'était... OK, qui était de diminuer le volume courant à 360 millilitres. Yes, and I will stop there. Bon, alors Thank you. c'est Merci à terminé pour tous. moi aujourd'hui. I mean, we don't really have time for questions. I'll let them know if they can send questions if they have any. Si vous pouvez toujours envoyer des questions par email si vous avez des questions. Merci, Dr. Volcy. Thank you so much. Merci beaucoup, Doris. It was so nice to see you. Too. And we'll keep in touch. Thank you, All guys. right. Thank you, Rachel. Thank you. Bye-bye. Bye.